qui a organisé à l'invitation du Forum de l'écologie radicale, qui est un groupement de diverses militants et militantes, de gens qui se sont notamment retrouvés initialement dans le collectif Île-de-France du soutien à la lutte Notre-Dame-des-Landes, mais qui venaient d'horizons différents, associatifs, politiques, collectifs, etc., qui ont bien poursuivi une démarche en travaillant sur les questions d'écologie, en s'inscrivant dans l'idée qu'il y a une écologie radicale qui n'est pas la même que celle que portent, par exemple, les Verts ou un certain nombre d'ONG environnementalistes, et qui estiment qu'on a des choses à dire ou à faire dire à un certain nombre de personnes et à essayer de contribuer à mettre un peu en réseau, en collaboration, différentes luttes, à les interroger, à travailler autour de ça. Et un de nos objectifs là, pour les mois à venir, c'est la campagne autour des changements climatiques, avec en ligne de mire la conférence climat qui se tiendra à Paris, au Bourget, à la fin de l'année 2015, et qui va être un grand moment, alors à deux niveaux, un grand moment sans doute d'hypocrisie néolibérale autour des négociations qui vont se mener et qui, sauf surprise, devraient aboutir à pas grand-chose, mais sans doute à une mécanique discours sur comment le système capitaliste est à même de répondre à la question au problème du changement climatique qu'il a lui-même provoqué. Mais on espère que ça va être surtout pour nous un grand moment de mobilisation et qui va pouvoir remettre en cause largement cette idée que justement le capitalisme répond à la crise climatique, et que nous, au contraire, c'est ce système-là, le capitalisme, le productivisme, qu'on veut mettre en procès à cette occasion-là. Alors, plein de mouvements sont en train d'émerger, vont mener ces campagnes-là dans toute leur diversité. Nous, ce qu'on a décidé de faire, on est un petit réseau, bien entendu, assez modeste, mais on voulait essayer d'animer un peu l'année autour de quelques rencontres sur la question des changements climatiques, et puis participer donc aux mobilisations qui auront lieu à l'automne et au mois de décembre en région parisienne. Alors, on a décidé un peu de commencer cette série de rencontres sur les questions de l'agriculture et de l'alimentation, pour des raisons assez simples, mais peut-être qu'il s'agit de rappeler. Mais le point de départ, c'est effectivement la responsabilité du secteur agricole et du système alimentaire mondial dans les changements climatiques. En gros, les calculs, les évaluations qui sont faites évaluent à peu près à 45-57% à peu près, de responsabilité des émissions de gaz à effet de serre qui seraient dues au système alimentaire mondial, si on englobe là-dedans les effets de la déforestation, de l'agriculture, du transport de nourriture, de la transformation et de l'emballage, de la congélation, des déchets, bref, tout un système finalement cohérent de mondialisation de l'agriculture et de l'alimentation qui produit donc ces effets-là. La deuxième raison qui nous pousse aussi à vouloir un peu débattre de ces questions-là, c'est le fait qu'émerge depuis quelques temps, mais en particulier depuis la fin de l'année dernière, un discours en gros d'invention d'une agriculture qui serait climato-intelligente, c'est-à-dire qui serait à même de répondre aux grands défis que sont les solutions face aux problèmes d'alimentation que connaît une grande partie de la population mondiale, qui serait à même de répondre au changement climatique. Tout ça se crée, Fanny reviendra un peu en détail sur ces questions-là, mais tout ça se crée dans un contexte bien sûr de transformation qui est entamé depuis un certain temps bien sûr de l'agriculture, mais qui est de plus en plus poussée depuis ces dernières années. Et là, on est en train de voir une évolution de l'agro-industrie vers une industrie aussi, donc le terme intelligente n'est pas neutre, qui se veut extrêmement friande de nouvelles technologies
Et c'est un enjeu important aujourd'hui pour essayer de comprendre les mutations en cours de l'agriculture mondiale, et c'est la façon dont le système essaye de répondre aux problèmes qu'il a trouvés. Donc on va avoir quelques petites interventions différentes. On a voulu un peu essayer de cadrer vaguement, en tout cas de poser un certain nombre de problèmes. Donc Fanny va se charger de ça. Et puis on a invité aussi quelques militants qui connaissent différentes expériences, qui mènent différentes expériences dont ils vont nous parler. Et on voulait un peu les interroger sur eux, comment ils se posent cette question-là, donc dans la façon, dans leur militantisme, de la question des changements climatiques. Alors on va avec Mathieu qui est un des animateurs de la ferme des Bouillons, pas de Rouen. Il détaillera plus de quoi il s'agit. Donc il y a un projet, je lui laisserai la parole, ce sera plus simple que lui il explique. Blaise qui est à la COSTIF et à l'association Terre de Liens, et puis Jean-Luc à côté qui va parler, qui fait partie de l'association Relocalisons, qui parlera aussi des expériences qui sont menées dans ce cadre-là. Voilà, je laisse la parole. Je précise qu'on avait invité des intervenants de la Confédération paysanne pour avoir un petit peu en direct aperçu déjà précisément de la campagne qu'ils cherchent à mener en fait dans la COP21 et un peu de leur implication générale sur les thématiques de l'agriculture et de la préservation du climat ou pas. On n'a pas pu en avoir, puisque les intervenants étaient occupés, ceux qui sont sur Paris, parce qu'évidemment il y en a très peu sur Paris. Et donc, comme ils étaient occupés, on n'a pas pu, donc je vais me charger un peu de remplacer l'absence de cet intervenant de la Confédération paysanne. Donc, pour introduire en fait, par rapport aux négociations sur le climat pour commencer dans les années 90, la question de l'agriculture avait toujours été intimement liée au champ de négociation, puisqu'elle était déjà responsable toujours de à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, après le système alimentaire c'est beaucoup plus large, ça va être 50 pour tout ce qui concerne l'alimentation. Après, comme tu disais, les transformations, le conditionnement et le transport, ça va constituer 50% des émissions mondiales. Mais la production agricole et la transformation des denrées alimentaires, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Avec pour conséquence, avant que l'enjeu ce soit de sauver le climat en général, avec pour conséquence principale de détruire la paysannerie en fait, d'avoir puisque le réchauffement climatique cause l'intensification des événements extrêmes, cause des destructions, des modifications du cycle des plantes en fonction des lieux où elles sont cultivées. Donc, par les effets sur le climat ont une influence directe sur la vie paysanne et dans le monde entier en fait. Parce qu'en réalité, il y a les paysans du sud qui sont plus touchés parce que c'est là que le changement climatique bouge le plus. Mais en réalité, il y a des exploitations aux États-Unis qui sont déjà touchées par des destructions de type tempête, cyclone, des choses comme ça. Et aussi par la modification des saisons, comme en Europe, les cultures fruitières, enfin il y a des tas de cultures, y compris industrielles, qui souffrent des conséquences du changement climatique. Et par ailleurs, excusez-moi. Donc, du coup, dans son propre intérêt, en fait, dans leur propre intérêt, les mouvements d'agriculture paysanne mondiaux ont commencé dès les années 90 à se mobiliser autour de la question d'une réforme du modèle agricole et se sont emparés encore plus à partir de 2009 et de la conférence de Copenhague. Et aussi en fonction d'autres évolutions. L'une, c'était l'explosion un peu de l'idée des marchés carbone, qui a aussi une influence négative finalement sur le climat, parce qu'il y a de plus en plus de terres qui sont consacrées à créer en fait des soi-disant puits de carbone qui permettent ensuite la production des permis. Donc il y a des sociétés polluantes qui consacrent du sol à produire juste des bons carbones pour les revendre ensuite sur les marchés. Donc il y avait une intensification de l'agriculture industrielle par-dessus, enfin tout un tas de mécanismes dont les effets pervers s'accroissaient en fait. Donc du coup, à partir de 2009, les mouvements d'agriculture paysanne ont vraiment lancé des campagnes sur la question du climat
pour dénoncer les fausses solutions telles que les marchés carbone et d'autres, et pour promouvoir une agriculture qui ne soit pas en fait dans un cycle de destruction et un cercle vicieux en fait de destruction croissante. Puisque l'agriculture industrielle, en détruisant les sols et une partie des ressources, en détruisant aussi la biodiversité, donc la capacité des écosystèmes à se régénérer tout seuls et la capacité des exploitations agricoles à fonctionner aussi toutes seules, donc ils détruisent les sols par les intrants chimiques, ce qui va les obliger à mettre de plus en plus d'intrants chimiques. Donc il y a tout un tas de cercles vicieux comme ça dont les effets sont de plus en plus dévastateurs, et donc la promotion d'un retour à des agricultures plus traditionnelles est apparue comme une solution au changement climatique. Donc les campagnes, que ce soit mondialement de Via Campesina ou de la Confédération paysanne, s'articulent autour du concept de l'agriculture paysanne pour refroidir la planète, justement. Donc en réalité, la principale réforme qu'il faut faire, c'est de revenir à une agriculture juste vivrière. En fait, le fait d'avoir des productions agricoles qui soient uniquement pour nourrir la population, ça permet d'échapper à un certain nombre d'autres mécanismes qui accroissent encore c'est-à-dire que le fait de produire des aliments pour les vendre et donc pour générer à travers la concurrence et les marchés des matières premières, pour générer des profits et de la spéculation, c'est aussi ça qui accroît les échanges commerciaux physiques en fait, et donc les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi ça qui accroît la concentration des exploitations et la mécanisation croissante des exploitations, et donc de nouveau ça a pour effet d'augmenter en fait l'énergie consommée à produire les produits agricoles, à les transporter, et donc le retour à une agriculture vivrière est un premier enjeu et une première revendication. Forcément, du coup, si elle est vivrière, elle est locale, et donc c'est pareil, la relocalisation de production, c'est un facteur limitant en fait pour plusieurs séries de phénomènes, c'est pas seulement l'émission de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, il y a aussi en fait, en gros, la revendication de laisser faire la nature sans cumuler ce qu'on ajoute pour intensifier. Donc c'est aussi un refus du productivisme agricole que le retour à une agriculture vivrière locale. Mais comme l'offensive aujourd'hui de ceux qui veulent continuer à produire de manière industrielle, c'est l'argument de la pression démographique en fait, et de la nécessité de nourrir une population qui va atteindre les 9 milliards en 2050. Par rapport à cette problématique-là, en fait, l'agriculture paysanne pense que revenir à des cultures de qualité, et une agriculture qui est pratiquement à autant de rendement en fait, que l'agriculture industrielle, c'est une meilleure façon de nourrir les populations. Et ça sert à avoir une agriculture qui gâche aussi moins de produits, c'est aussi une façon de nourrir tout le monde. Et il y a enfin un dernier effet pervers à limiter, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture ne sert pas seulement à nourrir les gens, elle sert à produire, notamment par des agrocarburants, des nouvelles productions qui ne sont pas du tout liées, qui ne retournent pas dans le cycle de l'alimentation et qui vont dans le cycle de la production d'énergie. Donc du coup, cet accaparement des terres qui est dû en fait à ce phénomène-là de l'accroissement des agrocarburants, normalement doit être une des revendications qui permet qui permet à une agriculture qui resterait paysanne de nourrir à peu près tout le monde. Du coup, pour donner quelques données précises sur ce qu'est la campagne de la Confédération paysanne en vue de la COP21, c'est une campagne qui reposerait sur 6 piliers, dont les tout premiers sont ceux dont j'ai déjà parlé: la préservation du patrimoine naturel par l'agriculture et par les paysans. Donc, pour maintenir les rendements naturels qui peuvent être ceux de l'agriculture paysanne, pour préserver l'espace, parce que l'agriculture, le modèle d'aujourd'hui, est très consommateur d'espace, et donc de certaines zones écologiques comme les forêts,
Donc que l'agriculture préserve en fait le patrimoine biologique de l'ensemble de l'humanité, c'est la biodiversité, la gestion de l'espace et la protection des sols et de leur qualité en fait, plutôt que la destruction par les intrants. Donc, et pour finir aussi une revendication d'autonomie, de baisse des dépenses d'extraction de l'eau en fait. Ça c'est pour la préservation du patrimoine. L'autonomie des acteurs agricoles, donc qui est moins un recours à des produits, en particulier de l'industrie pétrolière comme les engrais et les intrants, moins recours aussi aux machines et à tout ce qui émet des gaz à effet de serre. La relocalisation, donc la réinfection des exploitations dans des réseaux économiques locaux de distribution et de commercialisation. Une meilleure qualité des produits et enfin la fin de la surconcentration des productions agricoles, puisque celle-ci est aussi facteur d'inégalité entre les paysans, à un niveau mondial et à un niveau local. Et le dernier pilier, ce serait une sorte de convivialité des techniques paysannes, en fait, des techniques qui puissent se transmettre, au contraire de l'hyperspécialisation d'aujourd'hui qui empêche la multiplication, enfin, qui va avec la concentration des exploitations, mais qui du coup privatise en fait pas mal les savoir-faire agricoles et les rend aussi impossibles à transmettre et à protéger. Donc c'est une sorte d'agriculture conviviale, en fait, ce serait le sixième pilier de ces revendications-là. En fait. Et donc du coup, pour ce qui est de leur mobilisation concrète sur cette campagne, ils participeront autant que possible à tous les alternatives qui vont s'organiser en France. Ils participent d'un peu plus loin à la coalition qui prépare la COP21. Ils participent de plus loin parce que là, vraiment, dans la coalition, il y a toute une série de lobbies et en plus, enfin, c'est pas elle qui fait la promotion de l'agriculture intelligente, mais elle ne remet pas en question de manière suffisamment virulente, en fait, ce que les négociateurs sont en train, en fait, d'introduire pour introduire les soi-disant agriculture verte. Donc ils seront plus sur les alternatives et plus aussi sur des dates sur leur calendrier à eux en fait. Et il est à noter que comme ils sont très inscrits dans la mobilisation TAFTA et que quand même par rapport à la COP21, s'il y a bien un secteur d'application de la technologie où s'investir, c'est celui-là. Donc je pense qu'ils vont aussi jalonner d'ici décembre 2015 de pas mal d'actions contre ces traités de libre-échange, puisqu'ils vont contribuer à l'accroissement de l'agriculture industrielle et à l'entretien de ce modèle. En fait. Alors, la ferme des Bouillons, c'est une ferme qui se situe en périphérie de Rouen, à Mont-Saint-Aignan. C'est collé à Rouen, il faut s'imaginer qu'il y a une rocade qui passe, il y a la ville d'un côté, il y a la forêt de l'autre, et entre les deux, il y a la ferme. Et en fait, c'est une ferme qui a été rachetée en 2012 par la société Imauchan, qui est une société foncière du groupe Auchan, enfin du groupe Mullier en fait, parce que je ne sais pas si vous connaissez, on les connaît plus dans le Nord, mais les Mullier, c'est la première fortune familiale de France. Et ils contrôlent à 100% Auchan, Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin, Flunch. C'est un immense empire qui pèse environ 40 milliards d'euros et qui est un spécialiste en fait des centres commerciaux. C'est un peu eux qui ont initié ça en France. Et il y a une bonne partie des centres commerciaux français qui leur appartiennent, certains des plus grands. Le futur plus grand, s'il se fait, Blaise, il connaît bien, à Gonesse, à côté d'ici. Le plus grand d'Europe. Et donc, Imauchan a racheté cette ferme donc en 2012. Et on était un petit groupe à se dire que c'était pas possible de détruire cette ferme par rapport en tout cas aux enjeux qu'on pose et que les politiques acceptent de mettre en tout cas en parole, à savoir la défense de l'agriculture périurbaine, les circuits courts alimentaires. On ne trouvait pas normal de raser une ferme avec 10 bâtiments, donc quelque chose de génial pour s'installer, 4 hectares de terre. Situé à 5 minutes du centre de Mont-Saint-Aignan, 10 minutes de la gare de Rouen, ça tenait pas debout. Et donc, en fait, c'est en revenant des manifestations de réoccupation à Notre-Dame-des-Landes qu'on s'est dit que les occupations, ce qu'on appelle aujourd'hui les ZAD, alors qu'à l'époque c'était la ZAD, ça a fonctionné, en tout cas ça pouvait au moins interpeller l'opinion publique, voire empêcher un projet. Et donc l'occupation de la ferme, elle a démarré comme ça suite à la manif de réoccupation.
en se disant que ça tiendrait 10 jours et ça pourrait attirer l'attention des gens du coin sur la question de la ferme. Et il se trouve que ça va faire bientôt 2 ans et demi qu'on est sur cette ferme et qu'on n'a jamais vu un flic à l'horizon, à part éventuellement les RG. Donc au départ, on était vraiment sur une idée défensive, et il se trouve que comme idée défensive, ça a plutôt bien fonctionné. Je ne vais pas faire toute l'histoire, alors après, si on a le temps, je pourrais la faire plus en détail. Mais il y a eu un vrai mouvement qui s'est monté autour de ça. C'est parti de 5-6 personnes, et aujourd'hui, on a plus de 1000 adhérents, il y a énormément de vie sur la ferme. Et on a obtenu en fait de la mairie qu'elle se déjuge parce qu'elle avait accordé un permis de démolir à Auchan donc pour tout mettre à bas sans projet. Leur projet c'était de faire du fric un jour ou l'autre parce que c'est très bien situé, mais ils n'avaient pas spécifié de quoi y retourner, si ce n'est qu'il y aurait un immense parking et des hangars commerciaux. Et donc en fait comme on a obtenu de la mairie qui se déjuge et qui remette la zone en zone naturelle protégée, donc Auchan ne peut plus construire aujourd'hui sur cette ferme, ni la détruire, mais ils sont toujours propriétaires. Nous on s'est posé la question, est-ce que bon, on a réussi ce qu'on voulait, sauver une ferme, est-ce qu'on arrête, ou est-ce qu'il faut poursuivre notre action? Et on s'est dit qu'Auchan, via leur expérience et leur inventivité, il faut bien leur reconnaître ça, ils seraient foutus de trouver un concept à mettre sur une ferme et à encore faire du fric avec des pratiques qui ne seraient pas les nôtres, et qui ne seraient pas celles qui protégeraient la biodiversité, le climat, etc. Et donc on a décidé de poursuivre l'occupation en montant un projet alternatif sur place. Donc on n'a pas attendu d'obtenir la maîtrise, et on a relancé l'activité agricole sur la ferme, la vente à la ferme, etc. Donc voilà, on en est à peu près aujourd'hui, et donc on essaye en fait de faire un rachat commun, un peu comme font Terre de Liens qui sera présenté tout à l'heure. On essaye de faire un rachat collectif de la ferme pour pouvoir déployer le projet alternatif qu'on y porte. Alors la question du climat là-dedans, elle est à la fois centrale et aussi une parmi les autres, parce qu'au Bouillon, on est vraiment tous azimuts sur différentes thématiques, parce que tout ça touche. On l'a déjà bien vu, justement, à l'exposé tout à l'heure, qu'on ne pouvait pas isoler la question du climat des autres questions de l'écologie et de l'alimentation. Nous, au départ, l'entrée première évidente, c'était celle de la préservation des terres agricoles. Donc je pense que si vous êtes ici un forum d'écologie radicale, ça va vous expliquer pourquoi il y a la nécessité de préserver les terres qui disparaissent en France à la vitesse d'à peu près un département tous les 7 ans. Donc ça veut dire que dans à peu près 70 ans, si on poursuit à ce rythme-là, il y aura pratiquement plus de terres agricoles dans le pays, ce qui est quand même étrange et intenable. Il y a vraiment le temps d'arrêter dès aujourd'hui. Donc je ne vais pas préciser, mais c'est 4 hectares, donc c'est vraiment minuscule. Hein. On ne va pas changer le monde depuis les bouillons, mais on va essayer d'y contribuer. Donc nous, c'est notre première entrée, la préservation des terres. Et la seconde, c'est celle du mode de distribution, en fait, parce que Auchan, c'est un très grand groupe de distribution qui s'est positionné à peu près sur tous les créneaux. Et nous, on est assez persuadés que c'est un des cancers qui ronge la société aujourd'hui, avec tout ce qui va avec. Hein. C'est les transports, c'est la publicité, donc le lavage de cerveau, les besoins qu'on crée, et l'impossibilité de choisir, en fait, quelque part, parce qu'ils choisissent pour nous. Après, on a un choix gigantesque de produits qui se ressemblent tous, à part au niveau de l'emploi. Et donc, on était vraiment rentré là-dessus. Et donc, le climat, en fait, ça faisait partie de ça, sans plus, j'ai envie de dire. On a tous conscience de l'urgence et de la nécessité de bouger là-dessus, mais du coup l'action qu'on mène là-dessus, on n'a jamais brandi le climat standard, mais en fait on en parle très très régulièrement. Ça passe notamment par le fait d'essayer de valoriser l'alternativa quand on peut. Il y a un collectif qui s'est monté, les gens des Bouillons sont partis. Mais pour nous ça passe surtout par le concret en fait, simplement. C'est préserver 4 hectares, c'est empêcher d'une part que ce soit artificialisé, et d'autre part, c'est créer donc un endroit où on pourra trouver une offre de légumes locaux. Donc, comme je disais, on a un bassin de consommation gigantesque, et l'agriculture bio, par exemple, elle fait moins de 1% en Seine-Maritime, on est vraiment en retard. Il y a 20 ans de ça, c'était le bocage, c'était de la polyculture élevage. Et aujourd'hui, avec les cours du lait, avec la difficulté que c'est d'être éleveur, tout ça, ça disparaît. Et donc la plupart des éleveurs de Seine-Maritime se sont empressés de retourner leur sol pour mettre du blé, c'est plus facile, c'est moins contraignant, c'est subventionné, donc on en est là aujourd'hui, et la situation elle est vraiment pas joyeuse dans Seine-Maritime à ce niveau-là. Donc on se dit que déjà à notre petit niveau, on peut animer d'une part la réflexion et la revendication sur les aspects de l'agriculture paysanne. On peut l'appeler paysanne, bio, c'est des choses différentes, mais nous on se reconnaît à peu près dans tous les mouvements qui revendiquent une agriculture à taille humaine et écologique et créatrice d'emplois. Et ce qui est important, c'est au niveau des pratiques en fait, parce que
Comme ça a déjà été dit, le système alimentaire impacte pour au moins 50% dans les gaz à effet de serre, donc c'est juste déterminant, c'est central. Quand on dit au moins 50%, c'est quand on prend tout le cycle de vie des produits, en fait, depuis l'extraction des matières premières qui vont être nécessaires à faire pousser les produits, jusqu'à leur acheminement, leur transformation, le packaging, etc. Et il se trouve qu'en fait, et là ça va être une petite phase de bataille, je vais insister là-dessus, puis après je passerai la parole aux collègues. On valorise aujourd'hui beaucoup les circuits courts, avec cette idée assez évidente que si on rapproche les producteurs et les consommateurs, il y aura moins de gaz à effet de serre. Il y avait une étude assez connue qui a été par Edel il y a une dizaine d'années qui disait qu'un pot de yaourt, si on cumulait tous les matières premières et les produits nécessaires, ça faisait à peu près 9000 km pour arriver dans une assiette. Donc c'est vrai que les circuits courts, ça paraît une évidence à ce niveau-là, mais le fait est qu'au niveau des gaz à effet de serre, le premier poste et de loin qui émet des gaz à effet de serre, c'est les postes de production des matières premières. C'est-à-dire qu'en fait, les gaz à effet de serre vont être surtout issus des engrais et des intrants qu'on va mettre pour faire pousser les aliments. Donc moi j'ai vécu longtemps en Bretagne et je pouvais aller acheter à côté des porcs élevés de manière intensive, des légumes intensifs, etc. On en a énormément là-bas. Et en fait, effectivement, ils vont faire moins de kilomètres, mais les 75% de gaz à effet de serre dans le cycle de vie qui viennent de la production, ils ne changent rien du tout. Donc aujourd'hui, on voit énormément d'initiatives qui tendent à valoriser les circuits courts. Il y en a des très bien, et il y en a en fait qui ne s'appesantissent pas et à dessein sur la question de la qualité, parce que c'est plus dur de trouver des produits de qualité aujourd'hui. Ça commence à augmenter, mais ça reste toujours assez difficile. Et surtout, ça coûte plus cher, et donc il y a beaucoup d'intermédiaires qui vont valoriser le local, que ce soit pour la restauration collective, ou pour des paniers, ou pour une grande surface. Mais en fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en termes de gaz à effet de serre, l'impact est quasiment nul. Donc nous, à la ferme des Bouillons, comme on est sur une entrée très circuit de distribution, étant donné l'adversaire qu'on s'est donné, on essaye de poser ces enjeux-là, en fait. On trouve qu'ils sont insuffisamment posés, et donc voilà, on rappelle que les circuits courts, c'est bien, mais c'est bien à 25%. Donc les circuits courts, il faut y aller, mais il faut que ce soit des productions de qualité derrière. Voilà. D'abord pour parler de la COSTIF, alors les gens ils ont peut-être entendu parler mais ça fait toujours, ce que ça veut dire c'est une coordination pour la solidarité entre les territoires d'Île-de-France, la COSTIF, et également en partie contre le Grand Paris, qui est perçu, en tout cas par les gens qui en font partie, comme une menace par rapport à la solidarité entre les territoires d'Île-de-France. Et donc c'est composé d'un collectif qui est composé de gens faisant partie de diverses associations, soit en périurbain, par rapport aux questions qui sont intéressées sur les questions de préservation de terres agricoles, alors, par exemple sur le plateau de Saclay ou vers Gonesse en plaine de France, au nord de Paris, ou à Montesson, je ne sais pas pour ceux qui ont entendu parler de la ZAD patate à Montesson, mais également de personnes qui sont dans l'urbain et qui s'opposent à des phénomènes de gentrification, embourgeoisement de certains quartiers, comme par exemple à Ivry-sur-Seine, enfin de façon plus large dans certains quartiers de Paris et de la petite couronne. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation de la COSTIF. Alors, pour en dire un mot de façon générale, en fait, on n'en parle pas, j'en parle jamais, mais j'ai fini de lire un bouquin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Une question de taille, d'un mathématicien, philosophe qui s'appelle Olivier Rey, et donc qui explique, dont la thèse, c'est quelque part un des problèmes majeurs de notre société aujourd'hui, c'est la taille excessive de beaucoup de choses. Et donc si on l'applique au sujet de la COSTIF, notamment, ça peut être la taille excessive d'une métropole de Paris, qui par tout ce qu'elle implique, fait qu'à la fin, les avantages qu'on retire d'une certaine taille d'urbanisation, en fait, sont bien inférieurs aux inconvénients qui en résultent. Et par rapport au sujet de ce soir, il y a notamment la préservation des terres agricoles, où depuis la loi Grand Paris de
11, si ma mémoire est bonne, la multiplication des gares du métro automatique du Grand Paris, et ensuite, après cette loi du Grand Paris, une révision du schéma directeur régional d'urbanisation de l'Île-de-France, qui a été obligatoire après l'adoption de la loi Grand Paris, a conduit à, certes, réduire la consommation d'espaces agricoles naturels par rapport à ce qu'il y avait dans le passé, mais conduit toujours à une consommation excessive d'espaces agricoles. Et c'était dit texto dans l'avis donné par l'autorité environnementale sur le projet de SDRIF, schéma directeur régional d'urbanisme. Donc la métropole du Grand Paris continue à conduire à une urbanisation excessive, destruction de terres agricoles programmée pour les, alors j'ai oublié de citer 20 ou 25 prochaines années, et avec un problème majeur qui est que c'est les terres agricoles les plus fertiles qui sont urbanisées en premier. Donc dans les terres agricoles les plus fertiles, vous avez le plateau de Saclay, où j'ai passé un tract qu'on a distribué au moment du salon de l'agriculture, enfin j'en ai qu'un, donc mais en bas, il y a le site internet où vous pouvez la voir. Donc le plateau Saclay où il y a le projet de cluster promu par Sarkozy à l'époque où il était président, donc avec rassembler des grandes écoles qui déménageraient notamment soit de Petite Couronne, soit de Paris-Centre, comme la Grande de Paris d'ailleurs, pour aller sur le plateau Saclay. Et donc là-bas c'est des terres hyper fertiles et tout le monde vous dit qu'il y a 4 mètres d'épaisseur de sol, ce qui est exceptionnel. Bon, la plaine de France au nord de Paris, avec le projet Europa City, notamment le projet Europa City du groupe Auchan, le plus grand centre commercial et de loisirs du monde, avec une piste de ski de 300 mètres de long qui monte à Dubaï. Mais également à cet endroit-là toujours 200 000 mètres carrés de bureaux, alors qu'il y en a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France aujourd'hui. Mais c'est pas tout, il y a des projets de centres d'affaires près de Roissy, des projets de zones logistiques également, par exemple à Mitry-Mory, qui est à l'est de l'aéroport de Roissy, c'est prévu d'être étendu. Enfin, donc toute cette zone-là autour, à côté de l'aéroport de Roissy, c'est des grosses, énormes surfaces qui prévoient d'être urbanisées. Et pour prendre un exemple encore plus récent, le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, en gros c'est un plan local d'urbanisme intercommunal de l'est du Val d'Oise, qui est la zone du Val d'Oise près de Roissy. Et donc il n'a pas été approuvé par le préfet l'année dernière, parce que le préfet a dit ben non, on est désolé, votre schéma de cohérence territoriale fait par toutes les communes qui regroupent des élus qui veulent tous leur projet de bétonnage sur leur territoire. Le préfet a dit non, il est trop consommateur d'espace agricole. Et donc le SCOT de cette zone-là a été recalé. Donc Saclay, le nord de l'Île-de-France, et après on a la ZAD Patate dont j'ai parlé à Montesson. Donc Montesson c'est une plaine maraîchère, je ne sais pas si vous avez déjà été en gros des champs de Montesson, vous avez une super vue sur la Défense, donc en fait c'est vraiment en zone urbaine. Et là, il y a même, c'est pas la meilleure agriculture qui soit, mais il y a une quantité énorme, alors j'ai oublié si c'était 30% ou 40% des salades d'Île-de-France qui sont produites là-bas. Et il y a encore des centaines, alors je crois que c'est à peu près 300 hectares qui restent, et là ils veulent agrandir une zone commerciale Carrefour, construire des logements à cet endroit-là également, et construire une route, couper ça par une nouvelle route, et donc c'est de l'artificialisation de terres agricoles, mais en petite couronne. Et au-delà de ces grandes zones qui sont prévues d'être urbanisées, grandes surfaces, après on a du mitage dans plein d'endroits, comme en Seine-Saint-Denis où il y a un parc près de... Enfin, c'est à Pierrefitte, près de Pierrefitte, normalement il est prévu d'urbaniser une partie de jardin ouvrier. Et au moment des élections municipales, on a parlé à Villejuif, où il y avait aussi des consommations d'espaces naturels, agricoles, espaces verts qui étaient prévus. Donc si on multiplie tout ça, ben, en fait, à la fin, on a une vraie régression d'espaces naturels, agricoles en Ile-de-France. Et ça, c'est la résultante quand même directe du fait qu'avec le projet de Grand Paris, mais c'est écrit texto dans le schéma directeur régional d'Île-de-France, ben, il est prévu d'augmenter de 1 million la population d'Île-de-France, qui passerait de aujourd'hui 12,5 à 13,5 millions d'habitants.
Et là, j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est un vrai problème de taille. À partir d'un certain moment, on aura accroître sans cesse la taille d'une métropole. On est conduit à détruire ce qui avait fait son succès au départ, c'est les terres agricoles, parce qu'au départ, Paris s'était construit autour de terres agricoles très riches, mais en s'étendant un peu, ces terres agricoles, elles sont détruites par l'urbanisation, et on perd les meilleures terres agricoles, sans doute même de France. C'est la plaine de France. Voilà. Alors Terre de Liens, en résumé, c'est un mouvement qui s'est créé il y a un peu plus de 10 ans. Je crois que c'est l'année dernière, c'est 10 ans. L'année d'avant, en 2013 plutôt, qui s'est créé au départ par une association nationale créée par divers mouvements associatifs qui avait pour idée de faciliter l'installation en bio d'agriculteurs face au constat du fait que des jeunes qui veulent s'installer ne trouvent pas de terre agricole pour s'installer. Donc ça a commencé par une association nationale qui après a créé une foncière qui achète des terres agricoles avec des souscriptions de particuliers essentiellement. Et ces terres agricoles, une fois achetées, elle les met en location auprès de jeunes, généralement, qui veulent s'installer et qui avaient du mal à trouver des terres agricoles. Après donc aujourd'hui, la société foncière en question, elle possède 2000 hectares et plus de 100 fermes, dans à peu près tout type d'agriculture, même de la vigne, et à peu près partout en France métropolitaine, sauf en Corse. Voilà. Et le dernier élément de Terre de Liens, c'est une fondation qui a été reconnue d'utilité publique l'année dernière, et donc qui reçoit là des dons de particuliers et qui donne soit des espèces, d'argent, soit des fermes. Des gens qui, par exemple, n'ont pas d'héritier et qui veulent voir perdurer leur ferme après leur mort, ou au moment de leur retraite, peuvent donner tout ou partie de leur terre à la Fondation Terre de Liens, qui, pareil, les donnera en location à des gens qui veulent s'installer. Donc, par rapport à notre problématique de ce soir et à la question climatique, quel est en Ile-de-France le rôle joué par Terre de Liens? À la fois, ça va dans le sens d'une relocalisation de l'agriculture parce que dans les conditions pour que quelqu'un devienne locataire des terres, l'une des conditions, c'est le fait d'avoir un schéma économique pour son exploitation qui se repose essentiellement sur une distribution locale, la MAP, marchés locaux et ainsi de suite. Donc c'est pas pour vendre pour une coopérative qui vendra ses grains dans un braquillier en partance pour je sais pas quoi, pour je sais pas où. Ensuite, le mode d'agriculture promu, c'est de l'agriculture bio, et très souvent aussi réintroduire de l'élevage pour lutter contre ce que décrivait Mathieu, la céréalisation excessive de l'agriculture en France aujourd'hui. Par exemple, la foncière Terre de Liens a acheté une ferme à Toussac, ça fait 3 ou 4 ans maintenant, en Seine-et-Marne. Et cette ferme, c'était seulement du maraîchage et des céréales, et a été réintroduit de l'élevage pour fertiliser les sols. Donc ça permet d'éviter une consommation excessive d'intrants très consommatrice d'énergie. Parce que pour faire des engrais, il faut beaucoup de gaz, et les gaz, ça donne des gaz à effet de serre. Et après, pour prendre un autre exemple encore, au niveau du stockage du CO2 dans les sols, l'agriculture bio, elle contribue à augmenter la qualité des sols, et donc à augmenter notamment la microfaune. Alors pour prendre un autre exemple de ferme de Terre de Liens, toujours en Seine-et-Marne, donc suite à son passage en bio, l'agriculteur a constaté une multiplication des vers de terre. Alors, une des manifestations de multiplication des vers de terre, c'est l'arrivée de plein de sangliers. Apparemment, les sangliers raffolent les vers de terre. Donc, il a constaté qu'il y avait beaucoup plus de sangliers qui venaient dans les champs parce que le sol était gratté et ainsi de suite. Donc, c'était une des preuves que la biodiversité du sol s'était améliorée.
Et donc la microfaune, ça pèse du carbone stocké dans le sol, tout comme les racines des plantes. Et pour finir sur un autre moyen de stockage de carbone, c'est l'agroforesterie qui augmente aussi les quantités de carbone stockées dans et sur le sol. Et là, cette même ferme, on a vu ses vers de terre se multiplier. Cette année, fin 2014, a passé 40 hectares, qui étaient 40 hectares d'agriculture bio normale, en agroforesterie, en plantant 1200 arbres. Donc en faisant des rangées d'arbres, après 25 mètres de culture céréalière et des rangées d'arbres. Et ça permet de stocker beaucoup plus, bien sûr, de carbone via l'agroforesterie, et en évitant, avec le réchauffement climatique annoncé, l'évaporation d'eau du sol grâce aux haies d'arbres qui font de l'ombre sur les cultures aux bonnes heures de la journée. Voilà, en résumé. Donc ça sera la deuxième partie, j'en parlerai donc de cette expérimentation. Pour l'aspect théorique, j'ai essayé d'être le plus schématique et le plus rapide possible. Donc d'abord, la question, c'est l'extrait d'un manuscrit qui devrait devenir un livre d'ici quelques mois, j'espère. Donc qu'est-ce que la relocalisation? Donc dans ma vision, en tout cas, la relocalisation n'est pas tant le contraire de la mondialisation que de la croissance. Si on regarde ce graphique sur la croissance du PIB par tête de pipe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de rupture entre les 30 glorieuses et la mondialisation, entre autres. Donc ça, c'est la première thèse. Je ne m'étends pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Deuxième idée, c'est qu'il existe diverses relocalisations, notamment une relocalisation capitaliste. Le capitalisme est caractérisé par un jeu avec les frontières. Par exemple, si on regarde l'ancien régime, sous l'Ancien Régime, les fugueurs des grandes multinationales se permettaient de faire à l'étranger ce qui est interdit en Occident, c'est-à-dire du commerce d'ébène, du bois d'ébène, enfin ce qu'on appelait l'esclavagisme. En Occident, donc les rois chrétiens s'enorgueillaient de ne pas régner sur des esclaves, mais sur des sujets libres, et c'était d'ailleurs les seuls souverains dans le monde, puisque les rois des royaumes noirs en Afrique vendaient leurs sujets comme esclaves. Le sultan ottoman avait droit de vie et de mort sur ces sujets, pareil pour l'empereur de Chine, etc., etc. Mais par contre, à l'étranger, et notamment dans les colonies, ils avaient droit de faire du commerce d'ébène et de faire un surprofit. Bon, bref, donc il y a un jeu avec les frontières, on se permet de faire à l'étranger ce qu'on a chez nous et tout ça pour faire un surprofit, et parfois on relocalise. C'est le cas par exemple aujourd'hui avec certains centres d'appel. On a d'abord délocalisé pour pouvoir exploiter le travail qui était beaucoup moins cher en Tunisie, dans les pays africains ou en Chine. Et puis on s'aperçoit qu'à certains moments ça peut poser des problèmes au niveau de la qualité du service. Ils ne parlent pas tout à fait le français comme il faudrait pour leur marché. Et donc on va relocaliser. Et on a des exemples de relocalisation. Donc ça c'est le premier cas. Pour aller très vite, une deuxième type de relocalisation, c'est la relocalisation altermondialiste. Ou repli sur soi, ou souverainiste, c'est celle qui caractérise plutôt la gauche de la gauche et le Front National, sans dire que c'est faire un amalgame entre les deux, hein. Bien sûr, je préfère la gauche de la gauche, et de loin, ça n'a strictement rien à voir. Par contre, ils ont un point commun, ils ont tendance à aborder la relocalisation en parlant essentiellement en termes d'emploi et de taxation. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Quant au Front National, c'est pas nouveau, hein. Je rappelle que le nazisme c'était du national-socialisme. C'est-à-dire on essaye toujours d'amalgamer des choses totalement contradictoires pour attirer des votes, hein. Bien entendu, pour eux, ça se résume à du localisme, à des choses, à trois fois rien, et l'écologie n'a strictement rien à voir. Et enfin, il y a une troisième relocalisation, qui est une relocalisation écologique et ouverte, c'est celle que personnellement je défends. Et donc cette relocalisation, elle n'est pas le résultat d'une innovation technique de rupture, donc c'est plutôt du low-tech, c'est-à-dire un problème d'organisation, de la façon de produire, de la société, etc. La deuxième,
Elle nécessite une certaine décolonisation de son imaginaire et entre autres de prendre conscience qu'on va être obligé de gérer un legs industriel et un legs nucléaire, j'en parle un petit peu plus. Elle part des produits, la notion de produit, c'est en produisant des produits enfin, qu'on va se poser la question de la vision du monde et de l'organisation pour les produire. Elle accepte qu'il y ait un certain rationnement, et enfin elle se bat pour la recréation de ceintures vivrières. Donc j'en arrive au sujet d'aujourd'hui, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc partir de la conception de la gestion des produits et services, c'est pas tout à fait le sujet du jour, donc je vais peut-être pas m'étendre, mais en gros, il faudrait distinguer effectivement différents circuits dans la façon de produire. Un circuit qui tient compte du legs nucléaire, donc on va être obligé de gérer tout un tas de saloperies de merde. À ce propos, le 18 avril, il y aura un débat sur le bourbier nucléaire à la mairie du 2e à partir de 17h, où on abordera le problème des déchets, du démantèlement. Mais il y a aussi le legs industriel, les gaz à effet de serre, toute la chimie, toutes les saloperies qui ont été foutues. Donc il faudra qu'on aborde comment on va gérer ça. En tout cas, il faudra l'isoler des deux autres circuits. Circuit des produits où il faudra de façon transitoire accepter certaines saloperies beaucoup moins sales que celles que le nucléaire ou d'autres. Donc de façon transitoire pour éviter un chaos, un effondrement total, et puis surtout les produits qui nous intéressent, ceux qui ont une intensité ressources non renouvelables et déchets la plus basse possible, les produits biologiques entre autres, etc. Enfin, accepter un certain rationnement, une réflexion sur la planification qui ne sera pas une planification nationale ou pour augmenter la production comme les planifications soviétiques ou françaises, mais une planification internationale qui aura pour but de gérer ce qu'on doit extraire ou ce qu'on ne doit pas extraire, les échanges internationaux à partir de tableaux d'échanges internationaux, comment dirais-je, qui viseront à émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre, etc., etc. Car la relocalisation dont il s'agit n'est pas un repli sur soi, n'est pas une fermeture totale. Et enfin, j'arrive vraiment au point du jour, au sujet d'aujourd'hui, comment agir dans les grandes métropoles. Donc je vois deux choses, c'est recréer la ville et la campagne. Dans les années 70, il était surtout question de retour à la campagne. Là, on parle de retour à la ville et de retour à la campagne. Et deuxième chose, assurer l'autonomie alimentaire. On a déjà un petit peu parlé, avec notamment les ceintures vivrières. Premier sujet, la création donc de recréer la ville et la campagne. Je rappelle qu'elles ont été détruites, pour aller très très vite, par l'essor du chemin de fer et ensuite et surtout par l'essor de la voiture, qui ont détruit la ville qui a toujours été dominée par le piéton et par le cheval. Et c'est que depuis surtout les années 50-60 que la ville est détruite totalement par la voiture, avec des zones dortoirs, des zones où on travaille, des zones ci, des zones ça, des lotissements et surtout la disparition, si on prend le cas de Paris, d'une d'une logique, d'un mouvement, d'un respiratoire qui existait depuis que l'UTES existe, entre la création et la destruction de ceintures maraîchères. Il y a toujours eu des ceintures maraîchères autour de Paris. Vous connaissez le quartier du Marais. Et ben, le quartier du Marais faisait partie de la ceinture maraîchère. Et quand la ville s'étendait, et ben, cette ceinture maraîchère était détruite. Et les marais, ils allaient se réinstaller un peu plus loin et recommencer le cycle. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible, puisque la ville se heurte aux terres céréalières qui sont très chères. Et donc, si on veut construire, eh bien, on a deux prix très très élevés. Le prix des terres céréalières, et mon collègue de droite en a parlé avec Terre de Liens, tellement cher qu'il est très dur pour les paysans d'y accéder. Et deuxièmement, le prix de l'immobilier qui renchérit ces terres-là. Voilà. Donc nous, on pense qu'il faudrait recréer des ceintures maraîchères pour justement recréer une frontière entre la ville et la campagne et arrêter ce mitage et arrêter la destruction des deux, entre autres. Juste un petit mot d'histoire, un petit propos historique sur les ceintures maraîchères à Paris. Je vous montre ici un schéma sur la croissance de la population en région Île-de-France. Donc cette population n'a cessé d'augmenter
comme vous pouvez le voir. Et j'ai pas mis l'autre courbe, c'est les ceintures maraîchères. Elles n'ont cessé de diminuer. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on importe de plus en plus et donc on émet des gaz à effet de serre. Donc je vais juste vous lire un tout petit quelques stats. En 1845, on pouvait encore trouver 1800 jardiniers maraîchers maîtres autour de Paris, répartis sur 1800 marais, on appelait ça des marais, d'une surface de 1378 hectares total. Hein. Autrement dit, chaque maraîcher travaillait des terrains compris entre un demi et 1 hectare. Et tous ces gens-là, ces superficies et cette population de maraîchers étaient suffisantes pour nourrir Paris et sa petite banlieue. À cette époque, la population parisienne et de la proche banlieue s'élevait à environ 1 à 1,5 million de personnes. En 1929, la préfecture de police recense environ 358 principaux centres maraîchers au sud de Paris, auxquels s'ajoutaient 319 au nord, etc. En tout, 677. En 1929, la population de Paris et sa banlieue s'élevait à environ 5,5 millions. Donc, de 1845 à 1829, on est passé d'un ratio de 833 personnes nourries par un maraîcher à 10 fois plus, 8124, soit une multiplication par 10. Et si on prend le cas de Châtillon, après avoir culminé à 34, parce que je n'ai pas trouvé d'autres stats plus globales, hein, après avoir culminé à 34 exploitations en 1882, ce nombre va diminuer à 13 exploitations en 1929, 5 en 1936. Le dernier, M. Maurice Chaudron, partira à Massy en 1969. Lorsque M. Chaudron dit que l'on aurait dû maintenir dans Paris un marché pour les maraîchers, il exprime clairement que la création de Rungis a sonné le glas de sa profession. Hein. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Jardinage en région parisienne du XVIIe au XXe siècle ». Voilà. Donc ça, c'est intéressant à retenir. Hein. Donc, avec la disparition des maraîchages, se pose le problème de l'autonomie alimentaire de Paris. Hein. C'est très connu. Si un jour il y a une crise pétrolière, les supermarchés à Paris n'ont une autonomie alimentaire à offrir que pour 4 ou 5 jours. Hein. Donc, ce qui explique que Relocalisons, entre autres activités, a lancé un appel à la recréation de ceintures vivrières en région parisienne. Je ne vous détaille pas l'appel pour sauter tout de suite à notre expérience de la Plaine des Bordes et j'en conclurai avec cette expérience. Hein. Donc là, c'est un peu moins structuré. On a commencé donc en 2010-11 sur 2 hectares qui nous ont été alloués par le Conseil général à la Plaine des Bordes, c'est à côté de Chennevières, au-delà de Champigny. Sur 2 hectares, donc on voulait monter une expérience qui s'inspire de la permaculture. C'est-à-dire qu'à terme, on aimerait créer une forêt-jardin. Donc vraiment une forêt avec entre les arbres des cultures. Donc pour l'instant, on a commencé à greffer pas mal d'arbres, à planter pas mal d'arbres, et puis on a commencé des cultures sur but, donc de légumes, etc. On a aussi un projet de... Marie, tu peux me compléter parce que je vois que tu es là. Elle est aussi, c'est notre... Elle est beaucoup plus active que moi d'ailleurs. Donc tu complètes. Hein. Donc on a aussi un projet d'insertion donc pour des handicapés. Et puis que dire d'autre? Et aussi un aspect culturel, puisqu'on a accueilli notamment, là c'est notre copain, voilà, Alain qui pourra compléter, puisqu'on a, on a invité sa compagne pour danser. On a fait des fêtes diverses et variées. On a fait des fêtes diverses et variées tout autour de la fête de la moisson, la fête, enfin tout ce qui est en lien avec l'agriculture. Et puis on a créé des WC secs, colimaçons pour, etc. Un poulailler. Et puis on organise aussi des formations au trait pour faire de la traction animale, formation pour quoi d'autre, excuse, tu peux... De la vannerie. Pardon? De la vannerie. De la vannerie, oui, on a fait aussi de l'art branché. De l'art branché, voilà, de la vannerie, de l'art branché. What else? Voilà. Hein, ça peut être tout, pour aller très très vite. Par contre, le côté, donc il y a une aide importante du Conseil général, donc une partie du budget, et puis surtout une aide matérielle qui est très importante.
Voilà, ça peut être critiquable, ça peut être... voilà. Pardon? Pourquoi ça peut être critiqué? Oui. Vous êtes... Voilà, enfin bon, voilà, donc que dire d'autre? Voilà, si tu as des mots, si tu as des choses à rajouter. Merci. C'est effectivement des projets sur les terres agricoles. C'est un des projets. Il y a un autre projet qui est la métropole de Paris, c'est-à-dire le fait qu'il y a Paris, mais le 93, le 92 et le 94 qui vont former la même entité politique avec 200 conseillers territoriaux qui seront élus. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on craint qu'il y ait un embourgeoisement et une gentrification accélérée de toute la petite couronne. Donc c'est pas au coup par coup la gentrification. C'est le cadre d'un projet politique qui est la métropole de Paris, qui est le noyau du Grand Paris. Et moi je pense que l'intérêt si on s'est regroupé à plusieurs pour faire un forum de l'écologie radicale, c'est que là on va un peu partout. L'État qui parle de la COP21, la Poste a même sorti un timbre COP21. Enfin, on a l'impression que la COP21 c'est quelque chose sur le climat qui nous échappe et qui, au niveau de la récupération, ça marche bien. On n'existe plus quoi, pratiquement. Et que donc il y a par rapport à la COP21 ce projet de faire de cet événement un bisounours géant. Par rapport à ça, il y a une coalition qui s'est formée avec des grandes organisations, des lobbies, etc. Et on ne dit pas qu'on va être contre ou pas, on pense que, alors moi je parle, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, que c'est important d'avoir un espace politique où on puisse discuter justement de l'anticapitalisme et de la critique de base que la destruction du climat, c'est lié au système inhérent qui règne à l'heure actuelle sur la planète, et que c'est important que pendant la COP21, cet espace-là existe par des lieux de débat, par des lieux de rencontre qui ne seront pas que français, mais internationaux, et aussi qu'au niveau des actions qui seront menées, qu'il y ait un champ d'action assez large par rapport à ça, qui prennent toutes les formes selon les envies, selon les formes d'expression de chaque groupe qui voudra s'investir par rapport à la COP21, et qu'il y ait un débat qui s'engage dès maintenant là-dessus. Le risque de récupération sur les expériences alternatives, il existe, on est d'accord. Mais là, l'enjeu, je crois que c'est par rapport à la COP21, de ne pas se laisser engloutir dans le champ médiatique qui a lieu actuellement. Et on voit bien que l'écologie, elle est déjà quelque chose qui est complètement à redéfinir, qui est complètement récupéré et intégré au système par certaines organisations qui la représentent. C'est vrai que c'est une question importante et j'en avais touché un mot déjà dans la présentation. Il y a une récupération, effectivement, elle est déjà en cours, à mon sens. Auchan n'a pas attendu, ça fait des années déjà qu'ils se positionnent sur ce genre de créneau. J'ai entendu parler, jusqu'ici ils ne l'ont pas fait, mais j'ai entendu parler d'agents d'Auchan qui allaient solliciter des gens, des fermiers en périurbain pour acheter leur ferme, mais les laisser dessus et en faire un musée, en fait, une galerie, et puis les gens auraient pu passer, jeter des cacahuètes, et puis j'imagine qu'il y aurait une boutique à la fin pour vendre des produits. Je pense qu'on peut tenter de contrer la récupération. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y parvenir, mais enfin, ça va être après, c'est du local, donc ça va être territoire par territoire, et peut-être qu'un jour il y aura un vrai mouvement qui va se faire comme on le pressent. Un des moyens de contrer la récupération, c'est qu'elle peut se détruire par elle-même, je pense. Les circuits courts, ils se sont développés au début des années 2000 en France. C'était suite à des scandales alimentaires, et notamment la vache folle. Donc c'est quand il y a un scandale médiatisé que les gens se retournent sur le contenu de leur assiette, ils réfléchissent et cherchent à faire un peu mieux. On l'a encore vu avec Spanghero et la viande de bœuf, où les AMAP ont repris un peu du poil de la bête.
Donc on peut se dire que si demain Auchan récupère les circuits courts, après-demain il y aura une émission de télé, hein, je n'ai pas la télé moi, mais apparemment il y a des choses qui se font, il y aura une émission de télé qui dira, bah, regardez en fait, si vous regardez bien, bon ça va passer à 11h du soir, mais il y a des gens qui seront au courant, qui diront, bah, en fait quand on fait le circuit court, ce machin-là est bidon, il y a quand même des gens qui le diront. Donc pour moi ça c'est la première des choses, il y aura des anticorps qui vont se générer automatiquement, mais je pense que il y aura des anticorps si les circuits courts ils gardent leur âme, si l'agriculture paysanne elle garde son âme, c'est-à-dire qu'elle reste à taille humaine en fait je pense. Parce que si je me fonde sur ce que nous on a réussi à faire au Bouillon en 2 ans, il s'est passé des choses vraiment fortes et c'est presque invraisemblable. Moi j'en parle maintenant avec du recul, mais j'aurais jamais cru voir ça de mes yeux, j'étais plutôt désespéré avant de tomber là-dessus. Quand on fait quelque chose à taille humaine, les gens viennent et les gens reviennent en fait, et les gens veulent rester, ils veulent s'investir. Ce qui fait que nous, au bout de 2 ans, on se retrouve avec, comme je disais, plus d'1 millier d'adhérents. On a eu, je ne sais pas combien de milliers de personnes sont passées sur la ferme, mais ça se compte par paquet. Et les gens viennent spontanément donner en fait quelque part. Ils donnent d'eux-mêmes, ils donnent du temps, et ils reçoivent du lieu. Et ensuite, ils ne peuvent plus tout à fait vivre comme avant. Et notamment sur la question des aliments. Donc nous on propose à la vente déjà les légumes qu'on produit depuis 1 an et on est encore à toute petite échelle. Cette année on espère, sur l'année qui démarre, on espère faire une 40aine de paniers de légumes diversifiés dans l'année par semaine. Hein. Donc c'est un bel objectif quand on veut se professionnaliser déjà pour une première année. Mais on propose aussi à la vente des produits de producteurs du coin qui sont en bio ou en agriculture paysanne. Donc ça va être des fruits, du fromage, etc. Et on a pas mal de gens, dont certains d'un certain âge, qui nous disent en fait j'avais jamais mangé des légumes comme ça, j'avais jamais... Et ça je pense que c'est un peu partout le cas dans des initiatives qui sont sérieuses. Parce que des mauvais produits locaux qui n'ont pas de goût, on va en trouver, mais dès qu'on va dans un endroit qui ont du sens et où les gens travaillent bien, c'est extrêmement dur de faire marche arrière. Moi j'ai grandi en ville et la première fois que j'ai mangé des vraies tomates, je devais avoir 18-20 ans et ça a été un choc pour moi. Et je crois que, à part dans un sandwich en ville, vite fait, j'ai pas remangé de tomates pleines de flotte qui viennent d'Espagne. Donc moi je pense que c'est comme ça, c'est un mouvement qui se diffuse. On est certainement là-dessus un peu plus puissant qu'il y a 10 ans, tout en restant assez marginaux, mais ça a vraiment évolué. Et il faut espérer que ça se poursuive. Et pour ça, ça demande tout simplement un peu d'investissement de chacun et un peu de conséquences dans ses pratiques. Mais et de toute façon, oui, peut-être j'aurais pu parler un peu plus du lien entre, par exemple, la campagne de la Conf, du lien entre la question de l'égalité entre les paysans et la question de l'exploitation, du travail aliénant, de la concentration des productions. Mais du coup, peut-être qu'on n'a pas assez explicité le truc, mais c'est pas un oubli, c'est juste que c'est au cœur de la préoccupation qu'on avait, et pour la raison pour laquelle on fait aussi une conférence en fait. Mais et oui, et après on a axé sur le climat parce qu'on est sur le truc de la COP21, mais c'est évident que toutes les démarches pour l'agriculture paysanne et aussi pour l'agriculture locale, c'est aussi une reprise en main d'un outil de travail, c'est de la recréation d'emplois, c'est à la limite un moyen de vendre des produits de qualité sans forcément trier à la classe sociale des gens qui vont être des clients. C'est clair que la question de l'égalité des travailleurs et tout, voilà. Régler ça, c'est dans le projet. Après, si on ne l'avait pas suffisamment explicité, t'as raison de le dire, c'est important. Ouais. Là-dessus, il faut ajouter que l'agriculture paysanne, c'est un concept qui en soi est centré sur l'emploi en fait, en premier lieu. Donc, parce que c'est porté par la Confédération paysanne, qui est un syndicat d'agriculteurs, et du coup, eux, leur ligne première, c'est de dire l'industrialisation qu'on mène depuis 50 ans, c'était peut-être joli au démarrage parce qu'il fallait nourrir la France, c'était là. Voilà, ça peut être à la limite toléré, mais ça s'est jamais arrêté en fait. Et du coup, on a des pertes d'emplois tous les ans à hauteur de plusieurs milliers d'exploitants qui disparaissent, les salariés qui disparaissent. Et du coup, défendre l'agriculture paysanne, c'est dire on fait un peu machine arrière et on recrée de l'emploi en nombre sur les fermes d'abord, et ça veut dire qu'après on va revitaliser les bourgs ruraux qui sont en train de mourir. Et donc on fait dégrossir Paris.
Après, la question, c'est comment on fait. Vous êtes déjà déménagé ou... Il y a la récupération. Si on prend le cas de la plaine des Bordes, effectivement, la plaine des Bordes est subventionnée par, en partie, très peu, mais surtout en aide concrète, par un conseil général qui fait partie des 2 derniers conseils généraux dirigés par le Parti communiste. Et à l'occasion de ces élections, il est fort possible qu'il y ait un changement. Alors qu'est-ce qui va se passer? On peut se poser des questions. Si c'est la droite et les droites qui l'emportent, bon, il y aura peut-être des changements. Enfin bref, mais cela étant, je pense que je pense pas qu'ils remettront en cause ce qui est fait là-bas. Parce qu'il y a 2 visions un peu de l'écologie. Il y a la vision spectaculaire, comme on essayait de le dire pour la COP21, la vision de la COP21 spectaculaire. Et puis il y a la vision qui place justement la nature au centre. Une vision où on part d'une sensibilité, et pas de l'intellect, mais d'une sensibilité à la dégradation du monde. Et on considère l'écologie non pas comme une annexe, et là, ils pourront considérer l'expérience de la plaine des Bordes comme une annexe, comme un petit truc joli avec des gens qui seront là et qui recevront des cacahuètes, etc. Ça pourrait très bien se produire. Hein. Voilà. Donc il y a 2 visions. Alors le problème, est-ce que l'autre vision est très développée dans la société? Parce que dans une vision, il ne faut pas seulement qu'il y ait la vision, il faut qu'il y ait un support, un rapport de force. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on ne parle plus politique, qu'on ne parle que de stupidité, des choses tout à fait secondaires, les immigrés, les étrangers, la souveraineté de la France, enfin des conneries comme ça. Et je suis désolé de dire que d'emploi. On ne parle pas enfin voilà. Donc on espère qu'un jour reviendra où la population, comme nos pères qui étaient analphabètes ou qui n'avaient pas le certificat d'études primaires, parlaient de politique. J'ai lu l'autre jour, par exemple, l'histoire de l'armée de Vichy de Paxton, où il parlait de ces prolos de Ménilmontant qui amenaient des doléances pour exiger qu'on abandonne l'armée de métier et qu'on n'ait qu'une armée de levée en masse. La synthèse d'un certain nombre de problèmes qui peuvent être convergents. Et c'est pas tant le climat qu'il faut changer, mais c'est le système. Et c'est le discours que produit Alternativa, même les Amis de la Terre, et même Attaque, c'est changeons le système et pas le climat. Et ça c'est intéressant, on veut dire. C'est pas que une phraséologie, c'est que peut-être dans le concret, on peut arriver à le traduire. Et peut-être que la coalition climat est un espace, j'étais à la dernière rencontre qui a lieu à Créteil, et c'est un espace de débat assez large qui peut permettre d'aborder toutes ces questions et dans l'idée de faire une convergence entre les résistances et les alternatives concrètes. Et je ne pensais pas que sur Paris et sur la région parisienne, il y avait autant d'initiatives, et ça c'est extrêmement riche et intéressant. Moi qui habite en Ardèche et qui ont d'autres problématiques, notamment le Parisien qui viennent pendant l'été, mais c'est une autre problématique. Donc là, nous avons une chance inouïe, en fait, d'une conjugaison à la fois de résister, on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, et de créer et d'innover. Et je pense que ça, c'est un peu nouveau au niveau politique. C'est dommage que ça ne se traduise pas par une espèce de plan général dans lequel on engagerait une démarche qui serait d'avoir des territoires en transition et souverains, autonomes, et qui se mettraient en lien. Mais c'est une autre perspective qui n'est pas encore en cours, on ne peut pas le dire. Et on l'a vu, nous, en Ardèche, parce que nous avons lutté, refusé les permis de gaz et huile de schiste. C'est une démarche. On a un peu réussi parce que grâce à la mobilisation, on a poussé les élus de droite à l'époque à adopter une loi qui interdit la fracturation hydraulique, qui suspend et qui a mis en sommeil un peu notre lutte, provisoirement, parce qu'on s'attend bien que ça va revenir, la porte est fermée, mais ça va revenir par la fenêtre, notamment par TAFTA, actuellement. Ça peut être un des... Mais la problématique, c'est... Ce refus nous a traduit l'idée d'avoir une réflexion sur la transition énergétique, c'était le problème numéro 1, mais elle devient aussi maintenant sociale. Et là, on a une problématique qui est quand même plus importante et qui, je pense là, il faut lier la perspective changement climatique et de justice sociale. Et ça, on a l'occasion peut-être de le faire dans la COP21 et dans la coalition climat. C'est le moment.
Nous, on a élaboré une carte d'initiative, des initiatives qu'il y a sur nos territoires par rapport à tous les besoins essentiels, que ce soit se nourrir, se loger, se cultiver, etc. et gérer les déchets, tout ça. Bon, il y a une carte qui existe interactive sur notre site, sur le site Oui à la transition Ardèche, mais qui donne déjà un petit peu quelques éléments. Mais il y a un certain nombre de questionnements qui restent quand même. La question de la taille, je pense, elle est pertinente. C'est vraiment une question fondamentale. À une époque, il y avait Schumacher qui disait « Small is beautiful ». On l'a oublié, ça a complètement oublié, même dans les milieux écologiques, mais je crois qu'il faut y revenir. Et l'accaparement de terre par des gros exploitants agricoles, qui ne sont plus des paysans, est une problématique que nous avons aussi dans les territoires ruraux et qui subsiste, même si la Confédération paysanne développe un certain nombre d'adhérents et d'initiatives qui vont dans le sens qui nous intéresse. Et la deuxième... Oui, je termine juste. Il y a une question qui est quand même fondamentale, c'est on a développé des AMAP, des agriculteurs bio, mais le nombre de restos du cœur se multiplie dans nos régions et s'ouvre avec des gens. On avait prévu sur notre secteur, il y en a un qui vient de s'ouvrir, c'était prévu pour 50 personnes, et maintenant il y a 150 personnes qui viennent régulièrement se servir. C'est à mon avis scandaleux presque, c'est scandaleux qu'on arrive à une telle distorsion. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à répondre aux besoins, les marchés se multiplient, les AMAP, les producteurs bio, mais la réponse sociale à ceux qui n'ont pas les moyens n'est pas faite. Et là, c'est une grosse problématique que nous devons prendre en réflexion, parce qu'il y a quand même une distorsion entre des gens qui vivent à la campagne, qui subsistent, qui survivent, on pourrait dire, et qui survivent grâce à des moyens qui ne sont pas du tout dans les solutions alternatives. Et là, on a une grosse question. C'est la même sur la mono-industrie touristique qui, pendant l'été, fait venir des gens sur nos territoires qui viennent parce qu'il y a un milieu naturel, parce qu'il y a l'eau, mais qui viennent surtout l'abîmer, en quelque sorte. La nature, elle est au centre, alors ça attire beaucoup de monde, mais ce n'est pas toujours d'une façon très écologique. Et la taille, là aussi, c'est sûr que là, nous avons la ville qui arrive à la campagne. Finalement, l'été, c'est pendant 3 mois, on a la ville qui... Et les élus en tiennent compte. Et on arrive à ces problèmes de démesure, après, de communautés d'agglomération, de grandes communautés de communes, parce qu'il faut répondre à des besoins qui ne sont pas du tout liés à ceux des habitants qui vivent en permanence. Alors là, il y a une articulation qui est au centre de notre réflexion. Et pour finir, je dirais que, je ne sais pas s'il y en a qui lisent Télérama, mais peut-être qu'ils ne regardent pas trop la télé, mais le dernier Télérama est important parce qu'il y a Naomi Klein qui vient de sortir un livre, une égérie de la gauche radicale américaine, et qui, je n'ai pas lu, mais qui me semble intéressant, qui dit « Tout peut changer » et c'est la liaison entre capitalisme et changement climatique. Je pense que là, il y a une réflexion à avoir et elle peut peut-être nous y aider. Je ne sais pas, il faut lire le bouquin, mais je pense qu'il y a une piste à creuser et son interview dans Télérama, il va dans ce sens. J'ai bossé pendant à peu près 1 an en mélangeant le très court terme, le moyen terme et le long terme hypothétique. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui en vit, moi je trouve ça assez social d'ailleurs, où on a embauché quelqu'un comme animateur maraîcher. Et c'est un contrat aidé, donc ça veut dire que c'est l'État qui paye un mec pour travailler sur un squat, je trouve ça assez marrant. Et donc il gagne à peu près, il a 3/4 temps déclaré, donc il a gagné quelque chose comme 850 €. Donc il y a des gens qui nous regardent avec des grands yeux, genre ah bon, c'est tout, un maraîcher et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un maraîcher, quand il s'installe, en général, il doit investir dans la terre, investir dans le matériel, et ils sont souvent, pendant quelques années, au RSA avant de trouver leur rythme de croisière. Et bah, nous, du coup, on paye quelqu'un qui ne paye pas de loyer, qui ne paye quasiment pas de bouffe, et qui a 800 € et qui n'a pas d'investissement. Donc on trouvait qu'à court terme, c'était vachement intéressant, d'autant que nous, le côté contrat aidé, on l'a pris au sérieux, dans le sens où on l'envoie régulièrement faire des formations en permaculture, en maraîchage sur sol vivant, parce qu'on a un réseau en Normandie assez développé de mecs qui réfléchissent comment remettre les terres en vie, justement, quand elles ont été bousillées par la monoculture. Du coup, aujourd'hui, c'est ça, il y a un salarié qui est animateur maraîcher et qui donc est le principal travailleur de la partie agricole, avec énormément de bénévoles. Nous, sur le papier, son boulot, c'est d'organiser le travail et de mettre les bénévoles au travail. C'est pour ça qu'on appelle ça un animateur maraîcher. Dans les faits, il est plus maraîcher qu'animateur, mais en pourcentage, mais c'est un peu des deux.
Et du coup, notre vision à terme, c'est de monter un espace test agricole, donc avec un maraîcher expérimenté qui aurait une partie des 4 hectares. A priori, celui avec qui on est en bonne discussion, il est en permaculture, donc il voudrait que 5000 m². Il faudrait qu'on trouve du monde s'ils veulent tous 5000 m². C'est marrant, parce que là c'est vraiment l'inverse, hein. C'est pas des gens qui cherchent à s'agrandir, mais avoir des surfaces petites. Et du coup, il y aurait quelques poussins, comme on appelle ça dans le milieu des espaces tests, qui pourraient venir se former après former concrètement après une formation agricole. Le maraîcher qui actuellement est là, ce sera à voir, lui il ne sait pas encore si, pour le moment il rend service quelque part et il apprend, et il ne sait pas si derrière il voudra rester ou pas, mais il est là pour au moins 1 an, voire 2 ans, 3 ans, sachant que ça fait déjà 1 an qu'il est là, donc il est là pour au moins 2 ans. Et après, l'autre aspect, c'est que, en fait, nous, j'ai pas développé ce côté-là, ça a plus développé par les collègues, mais c'est une des raisons qui fait qu'on avait du monde sur la ferme. On a développé aussi toute une partie culturelle, comme on appelle ça, culture au sens large. Alors pour moi, le fait de manger avec une fourchette, c'est culturel, mais c'est pas que des spectacles. Mais du coup, on a la chance d'avoir beaucoup de bâtiments, dont des anciens poulaillers industriels qui font 120 mètres de long. Et du coup, il y en a un qui a été transformé en salle de spectacle que avec de la récup, donc c'est un lieu magnifique que je vous invite à visiter. D'ailleurs, je fais ma petite annonce, mais ce week-end, on fait la fête du printemps au Bouillon, autour de la permaculture, donc si ça vous dit de venir, moi j'y pars tout à l'heure, je vous emmène, je vous kidnappe. Mais donc voilà, on a aussi cette partie culturelle et on aimerait bien qu'elle soit créatrice d'emploi également. Donc qui est quelqu'un qui aura un rôle de régisseur un peu et d'animateur, toujours en lien avec des bénévoles, parce que ça nous tient à cœur s'il n'y a pas des gens qui ont organisé un collectif montreuillois, enfin Montreuil et environ, quoi, local, en vue de préparer la mobilisation pour la COP21, en fait. Hein. Le camarade de tout à l'heure qui parlait, voilà. Il y a la COP21 en décembre. On a donc devant nous à peu près 6 mois pour préparer quelque chose de sérieux. Et on voudrait que cette mobilisation, que le contre-sommet qu'il va y avoir, soit un véritable contre-sommet où il y a du monde, quoi, un truc un peu populaire, et pas juste un rendez-vous de militants. Et donc pour ça, on aimerait bien réussir à faire un peu de propagande locale dans la population, hein, quelque chose d'assez grand public, pour populariser les thématiques écologistes et essayer de les lier le plus possible à la question sociale, hein, parce que ça nous semble indispensable. Voilà, donc on pense que ce serait bien d'agir et de réfléchir un peu ensemble là-dessus. Et s'il y a des organisations ou des individus dans la salle de Montreuil et environ, et passez nous voir à la fin, voilà, qu'on voit ce qu'on fait, si on propose un rendez-vous, une réunion, on voit si on peut organiser quelque chose localement, quoi. Voilà, de la COP21. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives de ce type ailleurs en région parisienne et au-delà. Voilà. Par rapport aux subventions, par rapport à, on a du mal à penser que par rapport à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, Alternativa Nantes a demandé les subventions de Nantes Métropole, qui est Nantes Métropole, c'est le projet d'aéroport. Donc, excuse-moi, je ne t'ai pas coupé. Moi, Alternativa, ça me pose quand même quelques problèmes par rapport à son rapport aux subventions et aux institutions. J'ai un peu peur que ce soit le salon Marjolaine de l'Alternative, où je ne me retrouverai pas personnellement. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à la question sociale, dans les idées qui circulent un peu, il y a aussi l'idée pendant la COP21 de ne pas faire que des manifs ou des blocages, mais de proposer par exemple une grève du climat dans les entreprises, de façon à faire en sorte que cette fois la question de l'écologie soit reliée à la question sociale dans les entreprises. C'est-à-dire que même si on sait que ce ne sera pas une grève majoritaire ou bien suivie, au moins ça soit une grève propagandiste où les salariés et ceux qui bossent ne sont pas exclus d'un débat qui serait l'apanage des écologistes reconnus, mais que tout le monde puisse s'emparer de cette question-là. On sait qu'au sein des syndicats, à l'heure actuelle, cette proposition, personne ne répond, mais d'ici le mois de décembre, ça paraît important de poser la question dans l'entreprise même du climat et de toutes les questions qui y sont liées, y compris du productivisme, hein, parce que la question de l'emploi, elle est partout. Et par rapport à l'agriculture, ce qui s'est passé au barrage de Sivels, là, on a vu la FNSEA monter au créneau et employer tous les moyens pour faire expulser les indices.
on sait très bien que cette question d'agriculture, elle n'est pas gagnée. Et il faut vraiment la reposer, quoi. L'agriculture, l'emploi, le productivisme, c'est une question importante à poser. Il y a une contre-réaction sur les questions dont on discute ce soir. Il y a ce gouvernement qui se réclame de la COP21, qui mène une profonde offensive en ce moment pour nous mettre plus bas qu'au terre. Et donc c'est important de se poser ces questions-là. En fait, on est un collectif, on fait essentiellement de la récup. Alors après, c'est compliqué la récup parce qu'à la fois, on pense qu'il y a un gaspillage et des déchets énormes qui sont évidemment récupérables. Mais à la fois, il faudrait déjà qu'il n'y ait pas ce gaspillage alarmant aussi, et là encore que c'est redéfini. Mais donc nous, on fait de la récup puisqu'il y a beaucoup de choses à récupérer. Donc que ce soit du matériel, des meubles, enfin des livres, donc on récupère énormément de choses. Et en termes de nourriture, on essaye de récupérer essentiellement du bio et du fruits et légumes. Et on fait de la nourriture, et ce qui fait qu'on peut avoir de la nourriture gratuite et de bonne qualité, parce qu'on a 90% de bio, et qu'on peut donc mettre à disposition des repas aux gens, etc. C'est-à-dire que du coup, les gens viennent manger selon leurs moyens. S'ils n'ont pas du tout de moyens, ils peuvent en manger, parce que c'est en prix libre et que chacun donne ce qu'il peut. Voilà. Et ça, bon, c'est intéressant. Bon, aussi on a un salarié maintenant, pareil, un employé, mais qui c'est surtout aussi dans cet esprit qu'au lieu d'aller faire un job qui ne l'intéressait pas du tout, alimentaire, pour arriver à survivre dans ce truc, tout à coup c'était quelqu'un de très engagé dans le projet et qui maintenant n'a pas besoin d'aller bosser à côté puisqu'il est payé là. Enfin, il paraît qu'on parle d'écologie au travail maintenant. Et je pense qu'en plus de recycler, de récupérer et de faire que ce soit ouvert à tous et que les gens comprennent que même sans aucun moyen et tout, ils peuvent venir pour participer, ils peuvent en tout cas manger tout ça correctement. Et c'est surtout aussi un lieu de convivialité et un lieu où on peut discuter de tout ça. Et ça, c'est intéressant avec pas toujours les mêmes personnes. C'est petit, donc c'est pas des réunions, même des réunions comme ça, c'est à peine possible, mais je veux dire qu'il y a toujours du monde qui passe. C'est un truc de quartier très local où il y a différentes personnes qui passent et du coup, tous ces sujets, on peut en discuter, échanger, et ça, en termes de sensibilisation de tout public, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, bon, on essaye, là on démarre tout juste, on avait quand même avant organisé quelques repas de quartier et une bibliothèque, tout ça, donc là, mais là maintenant on est plus sur d'une ouverture quotidienne et on est très ouvert à accueillir justement des débats, des projections, etc., en lien avec le thème de ce soir, et avec vous. Rue de la solidarité. 39, pardon, ça. 39 rue de la solidarité. Ils sont trouvés de nouvelles méthodes pour communiquer. Ça va avec le mouvement pour moi. Et pour moi, si on veut communiquer autrement, ça a été dit de façon différente, il faut toucher toutes les couches sociologiques de la population. Comment on fait aujourd'hui pour mettre en place une réflexion pour toucher ces gens? Et comment on met en place, je fais un autre pont, avec la culture? Parce que les copains de la culture, ils sont dans la même merdasse que l'écologie, que cette planète. Je ne vais pas ce soir vous dire dans quel état se trouvent les plasticiens en France. Je ne vais pas vous dire où on est la culture. Je ne vais pas vous dire où on est la vie associative. Ici, nous, on essaye, comme vous et moi, de travailler sur ces deux axes, citoyenneté, culture. Et on a énormément de mal à lier les deux. Au bout de 20 ans,
C'est-à-dire qu'il faut changer aussi l'esprit des gens, c'est pour moi l'essentiel du sujet. Comment on change l'essentiel des gens? C'est en étant au plus proche d'eux, en étant au plus proche des lieux publics pour parler à certains moments d'une certaine façon, c'est-à-dire, on est obligé, c'est coup de poing, c'est un moment opportun, c'est un moment choisi et réfléchi, où on marque la communication, parce qu'en face de nous, on a des bulldozers. Et la culture, comme la citoyenneté, est face à ces bulldozers, ces gens qui sont là avec de l'argent, et qui sont là depuis des milliers d'années, et qui, quelque part, nous font tous chier. Si on ne change pas la mentalité des gens qui regardent ça, c'est-à-dire la plupart de la population, on n'y arrivera pas. Simple. En gros, le logement, bah, c'est un problème insoluble. Les égalités, inégalités entre collectivités locales, je me rappelle d'un forum il y a 2 ans à Bobigny, organisé par l'IB, où le président du Conseil général du 93 et Joanneau, ex-ministre de l'Environnement, c'était Joanneau qui le disait, je crois, il disait, bah, de toute façon, les financements ou les transferts de fonds entre collectivités locales, il y a une seule personne du ministère de l'Intérieur qui comprend quelque chose, tout le reste, personne n'y comprend rien. Donc quand on arrive à un truc comme la métropole du Grand Paris, le Grand Paris, personne n'y comprend rien. Donc à partir du moment où personne n'y comprend rien, on va dans le mur. Enfin, je suis désolé. Et vous qui êtes tous, sans doute, pour beaucoup, soit par la formation initiale, soit par l'activité militante, un niveau de connaissance très élevé, si vous-même, vous avez du mal à y comprendre par moment, la plupart de la population que je ne sais plus qui décrit, comme quoi il faut les bouger, les remuer, et ainsi de suite, en gros c'est impossible, il ne faut pas y compter. Donc, enfin, non mais j'exagère, je provoque un tout petit peu, mais un peu moins que certains, volontairement, mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment, il faut essayer de faire les choses de son côté pour essayer de faire bouger des choses dans le sens où on veut, mais quand on a un truc qui enfle, ben oui, on essaie de faire des choses pour montrer que c'est des aberrations, mais on ne peut pas non plus, ce qui est aussi complexe, estimer pouvoir le changer facilement par nous-mêmes, parce qu'on risque de s'épuiser à la tâche. Et il vaut mieux aller vers des solutions moins complexes, mais quitte à ce que peut-être la solution soit en dehors de l'Île-de-France. Voilà, quand on voit ça, il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France, combien on est ce soir, même si il y a des réunions à 50 ans en Yvelines, des alternatives à partout, face à ce qui est en face, les solutions, on a l'impression que la démesure broie l'esprit des gens. Je suis en désaccord. En gros, il y a d'un côté la FNSEA qui est ultra majoritaire, parce que c'est une mafia et que les gars n'ont pas le choix et ils sont coincés dans le système de production. En face, il y a la Confédération paysanne qui est un syndicat minuscule, rikiki, mais qui, à mon sens, et je pense que ça se partage globalement dans les gens qui sont dans la mouvance d'une écologie, surtout si elle est radicale, voilà, c'est la Confédération paysanne qui porte des solutions d'avenir sur la question alimentaire. Seulement, comme ils sont tout petits et que dans le milieu agricole, tout seul, ça ne bougera pas, il est vraiment important que des ponts se créent entre, d'une part, ce petit syndicat qui tente de faire vivre une autre agriculture et les citoyens qui s'intéressent à ces questions-là et qui sont les plus concernés. Et il y a une asso qui existe depuis 10 ans qui s'appelle les Amis de la Conf, qui a été créée au départ parce qu'ils avaient des problèmes financiers liés au procès notamment contre les OGM, où ça leur coûtait un bras à chaque fois. Donc les Amis de la Conf ont été créés pour en fait payer les procès. Depuis, ça a fonctionné comme ça pendant plusieurs années. Et en fait, aujourd'hui, avec les 1000 vaches, etc., il y a à nouveau un regain d'intérêt de consommateurs et de citoyens pour les questions agricoles et les positions de la Fédération paysanne. Et du coup, comme il y a un regain d'adhésion aux Amis de la Conf, apparemment, l'idée aujourd'hui, ce serait d'avoir vraiment des groupes locaux Amis de la Conf qui servent à faire des actions et à relayer cette vision de l'agriculture et de l'alimentation. Donc moi, je vous le dis en passant, renseignez-vous auprès d'eux, faites des liens avec eux, que certains d'entre vous éventuellement adhèrent pour participer et faire le lien avec ici, tout ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas si c'est à trouver, mais il y a cette entrée-là qui est importante d'avoir des citoyens à côté de ce syndicat. Je pense que quelqu'un parlait de Naomi Klein tout à l'heure, donc pour ceux qui s'intéressent, ça se fait 2 conférences dans 2 universités parisiennes les 30 et 31 mars.
Alors comme il risque d'y avoir beaucoup de monde qui s'inscrire avant, il y en a une à Paris 8 et l'autre je crois que c'est à Paris 5, je crois, enfin, à vérifier en cherchant sur internet. Et donc la prochaine soirée organisée par le Forum de l'écologie radicale, je laisse Alain donc ça sera le... Attends, juste avant, il y a la Confédération paysanne les 10 et 11 avril qui fait 2 jours la ferme à Paris sur la campagne contre l'agriculture industrielle et sur la communauté. À Stalingrad. Voilà. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 6 mai sur le thème des territoires. Donc on est en train de préparer ça. Et ça ne se passera pas ici, ça se passera à Malakoff, un endroit qui s'appelle la bibliothèque autogérée de Malakoff, qui est un lieu assez récent. Il est forcément intéressant, donc on se retrouvera là à Malakoff le 6 mai en principe sur ce thème-là. Le territoire, c'est pas une formule que ce soit.